Voilà sur un nouvel article du Competitive Innovation 9e édition avec une édition spéciale d'un événement ou deux événements plutôt par équipe. La semaine des équipes est de retour, à la manière de Nephilim. Le week-end dernier, de grands événements par équipe ont eu lieu aux États-Unis et au Royaume-Uni, respectivement les équipes ATC et Northern Warlords, et en raison du nombre de joueurs attirés par ces événements, il n'y a pas beaucoup d'autres événements à examiner, bien que nous ayons encore un Major d'Australie et un GT américain. C'est pourquoi, en plus des grands événements de la semaine, nous nous intéressons aux meilleures équipes de chaque côté de l'Atlantique. Et nous verrons comment le nouveau pack de missions et les récentes mises à jour influencent le méta-jeu des équipes. Donc nous allons voir le Gongammer GT en Majors, Warhound at Game Grid, le American Team Championship, donc l'ATC, et le Northern Warlord Summer Team. Comme d'habitude, ces dernières semaines, lorsqu'un joueur qui n'a pas gagné l'épreuve est invaincu, je le note à côté de son classement. Donc le Gongammer GT, 72 joueurs tout de même, 5 rondes. Alors, on a une petite note. Notez que l'épreuve de force présentée ici correspondait à la table 1 du tour final, mais qu'elle ne met pas en scène le vainqueur final de l'événement car 5 joueurs étaient invaincus au tour final. Donc le showdown, on est sur Descendil au niveau du scénario, et on a du Necron contre de l'Adepta Sororita, donc du Bloody Rose Good Stuff et de l'Eternal Expansionniste. Alors au niveau donc de la liste Necron, nous avons un bataillon avec une catacombe commande barge, le Ghost Cannon, Staff of Light, donc qui met le Voltaic Staff et l'Enduring Wheel. Donc ça c'est clairement la combinaison qu'on retrouve toujours sur les catacombes commande barge avec l'Enduring Wheel qui fait -1 dégâts. Surtout qu'il a une transhumane, donc on peut pas le blesser en dessous de 4+. On a un Illuminor Zera. En troupe, on a 5 immortels en carabine Tesla pour la saturation. On a donc 3 Canoptech Plasmacite. On a 1, 2, 3 unités de Scorpec Destroyer, dont 2 avec les Rip Blade. En attaque rapide, on retrouve 3x3 Tomb Blade en Particle Beamer. Il semble que c'est le stuff de base. En soutien, nous avons donc 3, donc 2x3 Locust Heavy Destroyer. Et on retrouve enfin un Supreme Command avec le Silent King. Du côté de l'Adepta Sororita, on a un bataillon. Alors, donc Bloody Rose, of course. En Ocelot, on retrouve une hospitalière. Ensuite, en QG, on a une canonesse, donc une Shannoness avec Brokit, Inferno Pistol. En relique, on a le Mantle of Ophelia. Et en trait de seigneur de guerre, on a le Blazing Ear, voilà, et le mot de l'empereur en amélioration de Shannoness. Ensuite, on a un missionnaire avec le Chorus of Spiritual Fortitude contre les blessures mortelles. Et on retrouve Morvenval, du coup, en seigneur de guerre avec son trait qui lui permet de full reroll touche et blesse. Au niveau des troupes, on retrouve 2 unités de sorts de bataille et une unité de noviciate, donc comme d'habitude. Alors cette fois-ci, est-ce qu'il l'a équipé en mêlée? Oui, on a les melee weapons. On retrouve aussi un Simulacrum Imperialis dans l'unité. Ensuite, en élite, on a donc on a 2 packs de Sacré Sainte, Celestian Sacré Sainte. Donc on a un premier pack de 7 et un 8 avec la chef, et un deuxième pack de 9. Donc les Spear of the Faithful, Spear of the Faithful sur la supérieure, Inferno Pistol aussi. Ensuite, on retrouve une Dogmata avec le Chorus of Spiritual Fortitude Gain. Il a 2... Ah, c'est ça, il a 2 Chorus of Spiritual Fortitude. D'accord, très bien. On a une Litany of Enduring Faith. Et on retrouve donc une relique assez régulière sur la Dogmata, le Sigil Ecclesiasticus. Ensuite, on a 2 unités de Repentia, donc c'est assez maigre. En général, on a 3 unités sur les listes Bloody Rose. Cette fois-ci, il n'y en a que 2. Donc on a une unité de 8 Repentia et une petite unité de 5. Je pense qu'on a 2 unités de Sœur Repentia parce qu'on a 2 unités de Celestian Sacro-Sainte, et c'est 2 beaux gros packs. Donc je pense qu'il a dû squeezer justement une unité de Repentia pour pouvoir intégrer plus de Sacré-Sainte. Ensuite, en attaque rapide, on a donc la trinité de Zephyrim Squad, une première unité de 10 avec un penon, une deuxième unité de 9 avec un penon, et une dernière unité de 6, donc sûrement pour aller chercher le Nephilim Data, ce n'est plus le Nashmount, mais le Nephilim, que sinon il aurait juste joué une unité de 5 à la fin, et puis basta. En tout cas, c'est intéressant de mettre le penant justement sur les grosses unités pour qu'ils puissent au moins avoir accès à une reroll charge lorsqu'elles arrivent, qui ont des besoins évidemment. Ensuite, en soutien, nous retrouvons donc 2 unités de rétributeurs. Elles ont l'air d'être équipées manière. Oui. Donc on a le Chérub, on a 3 multimelta et on a une rétributeur avec un lance-flamme lourd du Ministerum. Donc avec les armes à bolt de la rétributeur supérieure, on a toujours accès au fameux stratagème de la Trinité des Sista. Et enfin, en transport dédié, on retrouve 2 rhinos. Les 2 factions sont arrivées en force dans Nephilim, et ces 2 listes semblent très solides. La liste de Bloody Rose comporte beaucoup de jeux excitants auxquels nous sommes déjà habitués.
mais elle est particulièrement intimidante par sa quantité, à tel point que j'ai dû la lire plusieurs fois pour comprendre ce qui manquait. La réponse principale est la Célestine, avec l'armée qui va aussi un peu plus bas dans les améliorations que d'autres, rendant certaines choses un peu moins méchantes, mais lui donnant plus de vagues de jouets avec lesquelles jouer. Du côté des Nécrons, l'été de Scorpec bat son plein, avec un maximum de 18 d'entre eux qui se lancent dans la guerre aux côtés du roi du Silent, donc du Silent King, prêt à faire exploser tout ce qu'ils touchent. De nombreuses unités de Locust Destroyer, donc de Locust lourds, les soutiennent pour atomiser les cibles plus lourdes. Et pour compléter la liste, quelques unités bon marché de Tomblade offrent une portée objectif sécure extrêmement intéressante. Tout cela peut être renforcé par l'Illuminor Zeratz qui semble définitivement plus attrayant avec son nouveau prix plus bas, et avec des unités de base aussi puissantes à améliorer. Le roi du silence est plus puissant que jamais. En combinant ces deux listes, les choix faits par chaque camp font pencher la balance du côté des sororitas. Leur armée n'a pas de véritable cible pour les destroyers lourds Locust, ce qui annule une grande partie de leur valeur. Et le fait d'avoir beaucoup d'unités de valeur s'accorde bien avec les destructeurs de dégâts assez concentrés des Nécrons. Les Scorpec massacreront absolument toute unité malchanceuse qui les recevra en pleine charge, mais ils risquent de se faire laminer en réponse. Beaucoup de Zéphirim signifie également que les sœurs ont une bonne chance de prendre l'avantage sur au moins une partie des Nécrons, surtout avec cette carte de mission qui force potentiellement la horde de squelettes à se diviser, et les Tomblade qui sont plutôt anémiques en armure de puissance. De plus, la dogmata signifie que les sœurs peuvent forcer les Nécrons à s'engager avec une unité sérieuse pour retourner les objectifs ou maximiser leurs secondaires et les rétributeurs ont le luxe d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient une bonne cible, forçant le roi silencieux à être assez prudent. Tout cela dit, le roi du silence a le potentiel pour dominer sérieusement le milieu du tableau et les rétributeurs peuvent être traités d'une manière ou d'une autre et très difficiles à éliminer en mêlée, ce qui pourrait faire pencher la balance du côté des Nécrons. Il est très difficile à détruire en mêlée parce qu'il inflige forcément un fight last à toute unité à portée d'engagement, donc c'est assez compliqué. Dans l'ensemble, cependant, les sœurs semblent avoir la capacité de dicter le rythme de la partie et peuvent mieux se permettre de perdre quelques unités, ce qui leur donne un plan solide pour la partie. Et elles sont aussi l'une des rares factions à avoir des secondaires équivalents à ceux des Nécrons. Au final, les Nécrons ont fait un excellent score, mais les sœurs les ont quand même surpassés. Je pense que les Nécrons sont partis en premier et ont progressé très rapidement sur certains de leurs secondaires, mais qu'ils ont été un peu à court de matériel en fin de partie, ce qui a permis aux sœurs de faire un pic avec les terres sacrées de fin de partie. Donc on peut voir une victoire des Adeptas Sororita, 97 à 80, donc ça reste tout de même honorable de la part du Nécron. Pour mettre 80 points, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile contre une faction aussi impressionnante que ça. En tout cas, GG au joueur Sista. Donc le joueur qui remporte la première place de ce tournoi de 62 joueurs est un joueur Deathguard. Bob le Gob, si t'es là, un petit coucou de ma part. Donc on va regarder cette liste. Donc on a déjà un détachement Spearhead. Donc en QG on a un prince démon de la Death Guard et il est ailé, oui, Faded Wings, donc il est ailé. Il a les aides, il a son épée de base et il lui a mis en relique la Suppurating Plate. En élite on retrouve un talisman sans le Tollkeeper, donc juste présent pour les points de commandement. Ensuite, en attaque rapide, on a 3 fois un Blood Drone en Flèche Mower, donc c'est la version tondeuse. Et ensuite, nous retrouvons donc 3 unités de méphitique, dont 2 de 2 méphytiques. Donc ça nous fait un total de 2, 4, 5 méphytiques en tout. 2 unités de 2 et une unité de 1. En support, nous retrouvons un Plagueburst Crawler avec les entropies canon. Ensuite, nous avons donc Mortarion himself dans un détachement Suprême Command. Et c'est tout. Bon, alors ensuite, alors par contre, on peut voir qu'il a 190 points de renfort. Donc vu qu'il joue beaucoup de Demon Engine, on peut imaginer, comment il s'appelle déjà Epidemius. À partir, il me semble, de 2 unités détruites, on gagne une reroll des 1, pour blesser, pour toucher. Enfin bref, on gagne certaines rerolls. Peut-être intéressant, mais il vaut pas 190 points, donc peut-être qu'il est là aussi pour faire pop des furies. Et les petites furies, assez intéressantes, hein, c'est des démons, donc c'est un vu à 5. Elles ont aussi une Feel No Pain à 5, à l'heure actuelle en tout cas. Et du coup, grâce à l'invocation, on peut justement les amener assez loin pour aller chercher un Nephilim, un Engage on All Front, etc. Cette liste est un classique Schoolbuild qui pose une question très simple. L'adversaire a-t-il apporté beaucoup de gros flingues? Ce n'est pas le cas, ou s'ils comptent sur la mêlée des dégâts 2 pour frapper des cibles lourdes, ils vont passer un très mauvais moment ici. Avec les builds de Tau et de Tyrannide, les plus agressifs en termes de tir, et la grêle du destin qui est moins présente dans le metagame, le terrain est propice au succès de ce type de liste, car il n'y a pas beaucoup d'armées prêtes à la tuer. Contre les ennemis qui ne le peuvent pas, cette liste est exceptionnellement bien placée pour marquer la nouvelle version de Despoiled Ground.
accumulant un score massif en fin de partie, et accumulant aussi beaucoup de points tout au long de la partie avec les secondaires psychiques du prince démon. Il faut faire un peu attention à la façon dont elle joue contre les armées qui peuvent la malmener sur l'objectif sécurisé. Je pense qu'elle pourrait avoir du mal contre certaines des constructions de chevaliers que nous avons vues, mais c'est un match-up très désagréable pour presque tout le reste, et rien n'a réussi à la faire tomber au cours de l'événement. Félicitations Richard. Effectivement, pour amener de la DG sur première place quand même sur un tournoi de plus de 70 joueurs, exceptionnel, donc vraiment GG à lui. Nous retrouvons à la deuxième place Josh Macmillan avec ses Adeptas Sororita, donc deuxième place Undefeat. Donc c'est la liste Bloody Rose du Showdown que l'on a vu précédemment. Tout est couvert par le Showdown, Bloody Rose a l'impression d'être particulièrement large, ce qui signifie qu'il a accès aux 3 types de tueurs de mêlée et à la capacité d'absorber pas mal de dégâts avant d'être battu. Une excellente construction d'un excellent archétype et une deuxième place bien méritée pour Josh. Nous avons une deuxième Sororita en troisième place. Donc Joshua Brody avec ses Adeptas Sororita. Regardons la liste. Donc on est aussi sur un Bloody Rose. Là on part sur un bataillon. Donc nous avons une hospitalière avec l'Indomitable Belief en aura. On a aussi en slot une Repentia supérieure. Ensuite on va retrouver en QG une Canoness. Donc avec sa Blade of Saint Elinor. Et on a le Word of the Emperor comme amélioration. Et ensuite on a Morvolvan, alors seigneur de guerre, donc avec son trait de seigneur de guerre et full reroll touché PS. Et on retrouve une palatine avec le Raptorus Bleu. Au niveau des troupes, on retrouve donc deux unités de sœurs de bataille, donc toutes nues, classique. Et cette fois-ci, on a non pas une, mais 2 unités de noviciate et le tout en armes de mêlée. En élite, on va retrouver un pack de 9 Célestianes Sacrées Saintes. Ensuite, on a une deuxième unité de Sacrées Saintes, cette fois-ci de 5, toujours en Hellbard. On retrouve une Dogmata avec le Chorus of Spiritual Fortitude contre les mortels, la Litany of Enduring Phase, donc vraiment c'est le classique de chez classique, et le Sigil Ecclesiasticus. On va faire plus classique. Ensuite, on retrouve 2 unités de Sœurs Repentia, donc de 7 Repentia chacune. En attaque rapide, nous retrouvons 1, 2, 3, donc 3 x 5 Zephyrim Squad, et on n'a qu'une seule unité avec un penon. En soutien, nous retrouvons donc les 2 unités de Rétributor. Les deux ont un chérubin, il n'y en a qu'une des deux qui possède un Simulacrum Imperialis. Nous avons une unité avec 4 multifuseurs, et une autre unité avec seulement 3 multifuseurs, mais le lance-flamme lourd, et avec le bolt de la chef de l'unité, nous pouvons donc utiliser, pour celle-ci en tout cas, le stratagème de la Trinité. Et nous retrouvons en transport dédié 2 unités de Rhino. Cette version de Bloody Rose semble particulièrement adaptée à la lutte contre les chevaliers. Il faut une unité de rétributeurs un peu plus lourde pour exercer une pression de tir plus durable contre eux, et d'une deuxième unité de novices qui peut être amplifiée pour doubler les objectifs sécurisés via la Dogmata, ce qui lui donne une option fiable pour retourner les objectifs malgré la pression exercée par les chevaliers. Joshua réalise une autre belle performance pour l'ascendance Sororitas. En quatrième place, nous retrouvons Joshua Haynes. Mais il y a que des Josh. On a Joshua Brody en 6 stars. On a Josh Macmillan en 6 stars. Et le premier, bon ça va, c'est Richard. Mais on a que des Josh. Bon, ça c'était pour le petit effet comique. Alors, quatrième place, le Necron. Donc là, c'est un autre Necron par rapport au Shogun que l'on a vu. Donc on a un Suprême Command avec le Silent King. Ensuite, on retrouve une patrouille avec un Chronomancer et le Voile des Ténèbres. En troupe, on a un Immortel. Cette fois-ci, il les a laissés en Ghost Blaster, il les a pas mis en Tesla. En élite, on a 5 Scorpec Destroyer, on a 2 unités de 5 Scorpec Destroyer. En attaque rapide, on a 2 unités de Canoptech Scarab Swarm. Ensuite, on a un détachement Outrider. Donc en no slot, nous retrouvons un Viral Construct, donc un Canoptech Plasmacite. En QG, on a un Technomancer avec l'implacable Conquérant. En élite, on a le Nightbringer, donc le Ctan, avec Gaze of Death et Sky of Falling Star pour les pouvoirs d'Octan. En dernier choix d'élite, on retrouve une 3e unité de 5 Scorpec Destroyer. En attaque rapide, on a 3 unités de 3 Canotep Brace, cette fois-ci, avec en arme les Vicious Claw pour les 3 unités. Ensuite, on retrouve 3 unités de 3 Tombblade en Particle Beamer, classique, et voilà. L'été des Scorpex se poursuit ici, et avec des unités un peu plus légères et des renforts différents, ce qui à mon avis aurait pu donner à cette construction de meilleures chances sur la table de jeu. Les Vrace fournissent une portée menaçante pour les objectifs sécurisés, et avoir la possibilité de gonfler les Scorpex avec le chronométron avant de les envoyer au combat leur donne une meilleure chance de résister. Il y a aussi le petit problème du Nightbringer, ce qui est vraiment bon dans le match-up des sœurs, car elles n'ont souvent aucun moyen de les retourner.
sont extrêmement vulnérables à Sky of Falling Star et n'aiment pas la pression que le dieu des étoiles met sur leur personnage. J'ai testé le Nightbringer lors de mon récent événement et je pense que le metagame actuel leur est favorable en général. Je vous donne une unité de contre qui attaquent réellement dans le match-up Knight et peuvent rendre la vie des joueurs orques extrêmement difficile en raison de la menace qu'ils représentent pour Gaskull. J'aime beaucoup cette configuration Necron dans son ensemble et bravo à Joshua pour l'avoir mené à 4 victoires, une défaite. Pour le reste du top, nous avons en 5ème place donc Egor Kalinin en Necron avec l'éternel expansionniste, Benway avec ses tyrannies dans Léviathan avec un spam de warrior et un pyropode. Ensuite nous avons Paul Gurney en Necron, donc voir le showdown. 8ème place, on a Alex Remil en Blood Angel, avec donc un spam de jetpack. Oh lol, en Blood Angel, c'est étonnant. Et quelques éradicators, donc ça c'est un peu plus exceptionnel dans les listes Blood Angel. En 9ème place, nous avons Chris O'Neill avec ses tyrannies dans Léviathan, combiné donc, enfin on a une combinaison de beaucoup de guerriers, avec beaucoup de feu psychique, avec 2 Malceptors et 2 unités de zoanthrope. Eh bien, malgré le nerf des Malceptors. Parce que là, il n'a pas 340 points de Malceptor, mais 440. C'est assez excessif. À la 10e place, nous retrouvons Justin Lack, ou Lash, en Drukhari. Donc on a une combinaison du couvent des 12, avec du grotesque et des vracs, avec un Cult of Strife. On a quand même un petit commentaire. Clairement puissant, il était le 5e joueur invaincu avant le dernier tour de l'événement. Quand même, très bien. À la 11e place, on a un Adeptus Custodes avec beaucoup d'armures lourdes Custodes et quelques dreads et des Caladius Tank. En 12e place, on a Oscar Curie avec encore des Custodes, avec un Dreadhost Custodes, avec des Alarus et Caladius Tank. Et en 13e place, donc je trouve que le 13 lui va bien, vu que c'est Ben Brown qui joue Chaos Knight en RP-Trax, avec deux gros chevaliers, donc le Tanky Abominant et le Dessecrator, et quelques War Dogs.